Plongez dans le milieu du bois et des forêts avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de la Forêt d'Orient. Nous partons à la rencontre de ceux qui la gèrent au quotidien. Ils sont techniciens forestiers territoriaux à l'ONF ou encore gestionnaires de forêts privées. Ils nous parlent de martelage, de coupe d'éclaircies ou d'amélioration, cap sur la Forêt d'Orient et ses travaux pratiques. On ne part pas, comme ça, tronçonneuse à la main, couper le bois en Forêt d'Orient, ni même d'ailleurs dans n'importe quelle autre forêt. On désigne, au marteau ou à la peinture, les arbres à récolter. Cela se fait au profit d'autres arbres qui ont ainsi plus de place pour se développer, c'est-à-dire pour avoir accès à la lumière et à l'eau, entre autres. Cette opération sylvicole se nomme le martelage. C'est un vrai savoir-faire du forestier. C'est de cette science du terrain que découle la forêt de demain. Les forêts publiques sont régies par un plan d'aménagement forestier que l'on appelle plan de gestion durable. Le plan d'aménagement pour les forêts publiques est d'une part validé par le propriétaire et ensuite c'est validé par la DRAF et sujet à un arrêté préfectoral de région pour la validation finale de ce document qui est un document de gestion durable de la forêt. Frédéric Savio, je suis technicien forestier territorial sur l'unité territoriale de Radonvilliers à l'Office national des forêts. En forêt privée, le PSG est validé par le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Le plan de gestion contient entre autres le calendrier de coupe. Ce calendrier vaut pour toute la durée de l'aménagement. Il tient compte de l'âge et de l'évolution des parcelles. Vous avez un descriptif du contexte socio-économique de la forêt, du contexte naturel de la forêt. Et avec en général un tableau décrivant chaque parcelle avec les types de peuplement présents, les contraintes en matière d'équilibre sylvo-cynégétique et toutes les données qui concernent la forêt. Le plan de gestion est rédigé pour une durée en général d'une 20aine d'années. Par contre, la sylviculture mise en œuvre répond à des objectifs sur la vie complète du peuplement. Certaines parcelles peuvent ne pas passer en coupe si elles sont classées en îlot de sénescence, en hors sylviculture, en évolution naturelle aussi. Sinon, les autres parcelles, si la sylviculture nécessite des passages en coupe, les coupes seront programmées dans le plan de gestion. Le plan d'aménagement contient le tableau d'état d'assiette, la programmation des coupes. Cet état d'assiette est proposé chaque année au propriétaire par le technicien responsable de la gestion. Et les coupes sont validées ou pas par le propriétaire. On a une latitude de plus ou moins 5 ans dans l'exécution de la coupe. Par contre, les coupes inscrites dans l'état d'assiette de l'aménagement doivent être tout de même réalisées dans cette latitude de plus ou moins 5 ans. Le plan de gestion, c'est un des outils de travail de base du technicien territorial responsable de la forêt. Il consulte son aménagement pour avoir les grandes règles sylvicoles qui sont à appliquer sur la parcelle concernée. Et ensuite, il parcourt sa parcelle pour préparer le martelage, pour faire des relevés de peuplement, des mesures de peuplement. On appelle ça la surface terrière, on regarde les hauteurs de peuplement, l'état sanitaire, la composition en essence et le type de coupe qui est prévu dans l'aménagement. Tout ça permet de donner des consignes de martelage, donc quand on vient marquer les bois dans la parcelle. Lorsqu'on fait le martelage en forêt communale ou dans les établissements publics, en général, on convie le représentant du propriétaire. En commune, ça va être le maire, les conseillers municipaux, la commission des bois de la commune, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, assister au martelage. Ça permet d'amener beaucoup d'explications concrètes sur le terrain et de lever beaucoup de questions, enfin d'apporter beaucoup de réponses aux questions. Sinon, les personnels présents en martelage sont les techniciens de l'unité territoriale en général.
Le technicien expose les caractéristiques de la parcelle à l'équipe avant de procéder à l'opération. On donne les données chiffrées liées qu'on a récupérées suite aux mesures de peuplement. On donne les surfaces terrières par essence, par diamètre, par essence objectif. On va indiquer le type de coupe qui est prévu, les règles sylvicoles qui sont à appliquer, et puis les caractéristiques écologiques, par exemple particulières de la parcelle, en disant si on a déjà connaissance d'arbres à habitat particulier et autres. La base, ça va être aussi le type de marquage des bois qu'on va utiliser sur telle ou telle parcelle. C'est vraiment une opération collective avec l'individualité d'action de chaque technicien. Certains vont naturellement favoriser des fois plus les gros arbres que les petits. Chacun a une essence de cœur qui va instinctivement favoriser. Tout ça, ça permet d'avoir une diversité dans le martelage tout en respectant les consignes qui sont données au départ. On ne travaille pas pour récolter du bois. En règle générale, on travaille pour améliorer le peuplement. La récolte de bois est une conséquence de l'action sylvicole qu'on fait sur la parcelle. Donc on regarde plus les arbres au profit desquels on veut travailler, et ensuite on sélectionne les bois à retirer pour favoriser ces arbres-là. Le seul cas où on récolte vraiment, c'est quand on récolte les arbres vraiment arrivés à maturité dans les parcelles où c'est l'action qui est privilégiée dans le cadre de l'aménagement. Certains arbres sont conservés dans le cadre de leur biodiversité. C'est le cas de ceux qui ont une caractéristique écologique particulière. C'est-à-dire une grosse loge de pique. En forêt d'Orient, il y a un nid emblématique, ça va être le nid de cigogne noire. Des caractéristiques un peu particulières, une très grosse charpentière fendue, un habitat particulier. Tous les arbres répertoriés au marquage en forêt publique gérée par l'ONF sont désormais entrés dans un logiciel disponible sur des téléphones de terrain. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'ONF, on avait une organisation complètement différente, c'est-à-dire qu'il y avait un personnel pointeur et l'équipe de marteleurs qui appelait chaque arbre à haute voix pour que le pointeur puisse l'inscrire sur une fiche de martelage. Et cette fiche-là était enregistrée sur informatique et les données traitées a posteriori. Aujourd'hui, grâce au MDS, quand on sort d'une parcelle de martelage ou même en cours de martelage, on peut regarder ce que chacun a martelé. Et ça permet d'homogénéiser le martelage et de voir s'il n'y a pas de trop gros écarts dans les prélèvements. La coupe s'accompagne d'une fiche de coupe. Il s'agit d'un document sur lequel sont répertoriées toutes les données des arbres martelés, à savoir le nombre de tiges par essence ou par groupe d'essence, leur diamètre, les volumes calculés en conséquence, toutes les clauses particulières liées à la coupe. Par exemple, si on a une espèce protégée, ça va être indiqué, on va avoir l'anthrax décloisonnement d'exploitation indiqué, toutes les clauses contractuelles liées à la vente des bois. Et cette fiche, elle est destinée au potentiel acheteur de la coupe. Lorsque l'opération de martelage est terminée, la coupe peut être proposée à la vente si les bois sont vendus sur pied. S'ils sont vendus coupés bord de route, les entrepreneurs forestiers engagés par le propriétaire viennent abattre les arbres désignés avant de procéder à la vente. Ces derniers utilisent des engins motorisés pour éviter des dégâts sur les sols précieux pour le peuplement, comme nous avons pu le voir dans l'épisode 4. On ouvre la parcelle par cloisonnement, c'est-à-dire que l'on crée des voies d'accès au peuplement à l'intérieur de la parcelle forestière. Cela permet d'atteindre facilement les bois désignés, mais aussi d'évacuer les bois exploités. Explication avec Paul Bonhomme, un gestionnaire de forêt privée dans l'Aube et la région Grand Est. Les cloisonnements ont pour but de simplifier la circulation des engins dans les parcelles forestières afin de limiter le tassement des sols et d'éviter la circulation dans des tâches de régénération qui auront pour but de régénérer la forêt à long terme. Il y a deux types de cloisonnements, les cloisonnements d'exploitation qui vont être ciblés pour la circulation des engins lors des exploitations forestières, le débardage du bois, sortir le bois de la forêt, et les cloisonnements sylvicoles qui vont être créés pour le passage des ouvriers quand on est en gestion régulière.
On donne comme consigne une ouverture de 4 mètres à 4 mètres 50 de large qui fait des couloirs quand même dans la forêt. On essaye au maximum qu'ils ne soient pas visibles via des axes, on va dire, publics ou des sentiers de randonnée. On essaye de les faire en épi par rapport au chemin pour justement pas avoir cette perspective de profondeur. Ou alors, des fois, de garder un rideau en bordure du chemin, de faire un chemin parallèle qu'on appelle un collecteur et de faire déboucher les cloisonnements d'exploitation sur ce collecteur. On cherche à ouvrir des cloisonnements entre 20 et 30 mètres de large d'axe en axe. Moi, aujourd'hui, je trace 90% des cloisonnements à 25 mètres. Il y a un gros risque de tassement du sol. C'est pour ça que les cloisonnements sont créés d'ailleurs, pour cantonner les engins à cet endroit-là et entre guillemets sacrifier le sol sur cette partie-là. Après, il faut que les exploitations soient réalisées dans de bonnes conditions, soit en période de fort gel, soit par temps sec, pour limiter justement cet impact sur le sol et éviter de déstructurer la nature du sol. Les ornières peuvent être présentes dans un cloisonnement et malheureusement l'engin est cantonné dans cet endroit-là pour préserver le reste. Par contre, l'avantage du cloisonnement, c'est qu'on va pouvoir le tracer de manière à éviter une mare, une zone humide ou autre, pour vraiment orienter les engins en dehors de cette zone d'intérêt écologique. On ne coupe pas tous les arbres d'une même parcelle tous les ans en forêt. On procède en moyenne à des coupes tous les 8 à 10-12 ans si les parcelles sont en traitement à futaie irrégulière. Si c'est en futaie régulière, les coupes s'effectuent entre 5 et 12 à 15 ans selon le peuplement. Ces interventions sont plus fréquentes en traitement en futaie irrégulière car elles permettent de s'assurer d'une bonne évolution des bois. Dans le contexte de changement climatique, les forestiers dédient plus de temps à l'observation pour constater la résilience de la forêt aux sécheresses, au gel, aux tempêtes. Paul Bonhomme. Irrégulier, on va essayer d'avoir toutes les classes d'âge représentées dans la même parcelle. Donc on va avoir des coupes qui vont aller dans ce sens-là. On va retirer des arbres de différentes classes d'âge également, en essayant de créer de la régénération naturelle pour les jeunes peuplements, en retirant des bois qui sont mûrs, et puis retirer des jeunes bois pour faire de la place à des arbres de même âge qu'eux, de manière à valoriser au maximum la qualité dans ces parcelles-là. En régulier, on va plutôt chercher à avoir une répartition d'âge identique, c'est-à-dire que tous les arbres de la parcelle vont avoir le même âge, et donc auquel cas, arrivé à un moment donné, on passera par une coupe définitive si on est en régénération naturelle, avec différentes coupes de régénération, ou une coupe rase dans le cas où on serait obligé de passer par une régénération artificielle par la plantation. Toutes les directives de gestion sont inscrites dans le plan de gestion. Le choix des différents types de coupes vient déjà du choix de traitement et de la conversion en futaie régulière ou irrégulière ou en maintien mélange futaie-taillis. Ça, c'est une décision qui est prise en collaboration avec le propriétaire en fonction de ses objectifs. Une fois qu'on a choisi le traitement qu'on souhaite appliquer, on applique différents types de coupes en fonction de l'âge, de la qualité du peuplement et de l'état sanitaire aussi des différents peuplements qu'on peut retrouver sur la forêt. Le bois d'œuvre, les gros bois qui sont abattus par des bûcherons professionnels demandent une technique bien plus élaborée que l'abattage de taillis. Il y a toujours des bûcherons pour faire du bois d'industrie, malheureusement de moins en moins. La filière a dû s'adapter également. On a recours aujourd'hui à des machines qui sont souvent sur des pelles à chenilles et qui ont des têtes soit de cisaille, soit de disques qui coupent le taillis pour faire du bois à énergie essentielle. L'inconvénient, c'est qu'on a un passage d'une machine supplémentaire dans la forêt, donc forcément un risque de tassement des sols supplémentaire. L'avantage, c'est que la productivité est plus importante d'une machine par rapport à un bûcheron. Un chauffeur va faire plus de bois dans la journée. Quand nous, on vend une coupe de bois ou qu'on mandate un bûcheron pour abattre des arbres, il a un cahier des charges avec des respects de contraintes environnementales, un cahier des charges PEFC pour les certifications de gestion durable des forêts, et donc ils doivent s'y tenir. Pour tout ce qui est grumes, bois d'industrie, ce sont des bûcherons professionnels qui sont mandatés pour effectuer les coupes en forêt. Et pour ce qui est du bois de chauffage, on a plutôt affaire à des particuliers qui viennent couper le bois pour leur consommation personnelle. Nous avons compris que les bûcherons professionnels interviennent pour couper les grumes qui serviront de bois d'œuvre et de bois d'industrie. En forêt privée, les bûcherons sont aussi engagés pour couper du bois de chauffage.
cela se passe différemment en forêt communale. Frédéric Savio nous explique cette différence en revenant particulièrement sur les notions d'affouagiste et d'affouage. Un affouagiste, c'est un habitant d'une commune forestière qui bénéficie de la jouissance de bois en nature sur la forêt communale. Les affouages sont décidés par le conseil municipal chaque année. Chaque habitant de la commune, chaque foyer de la commune se porte candidat pour une part de bois, pour exploiter une part de bois qui est tirée au sort et distribuée par le conseil municipal aux habitants. Soit la commune fait exploiter le bois par un professionnel et les affouagistes bénéficient de parts de bois déjà exploitées. La deuxième possibilité, c'est l'affouagiste qui fait exploiter sa part de bois par un professionnel. Sinon, c'est le cas le plus répandu, l'affouagiste qui exploite lui-même ses bois avec son matériel, ses équipements de sécurité si possible, et qui est responsable de ce qui se passe sur son lot de bois. En forêt domaniale, on les appelle des cessionnaires. C'est qu'on leur fait une cession de bois. C'est une vente de bois à un particulier. Le lot est limité à 30 stères et le cessionnaire s'engage à exploiter le bois lui-même ou à le faire exploiter par un professionnel et s'engage à ce que ce bois soit pour sa consommation personnelle. En général, la commission des bois fait plusieurs parts en fonction du nombre d'affouagistes qui se sont portés candidats. Le partage se fait par tirage au sort. En forêt d'Orient, le bois de chauffage est principalement du feuillu, du chêne et du charme. Les affouagistes n'étant pas des professionnels du bûcheronnage, des formations leur sont proposées dans les alentours de la forêt d'Orient. Cette année, par exemple, il y a eu 2 sessions de formation par le lycée forestier de Crogny auprès des affouagistes. Ce sont des formations qui sont vraiment orientées sur la sécurité lors de l'opération de coupe et de débardage. Des particuliers qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances peuvent s'adresser au lycée forestier de Crogny qui propose des formations de 2 jours beaucoup plus approfondies avec des parties techniques plus importantes. Vous connaissez à présent le parcours d'une plantation et d'une coupe de bois. Mais récolter le bois est une chose, l'exploiter et le transformer en est une autre. C'est de cet autre pan de la filière de valorisation du bois dont nous allons vous parler dans le prochain épisode. Nous resterons encore très pratiques. Nous vous avons expliqué ici comment on martelait, on cloisonnait la parcelle et on coupait le bois en forêt d'Orient. Dans le numéro suivant, nous allons vous retracer le chemin du bois, de la sortie du plateau jusqu'à la scierie. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.